Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, un numéro spécial Nicolas, parce que je suis avec Nico alias Nicoco. Bonjour. Bonjour. Ah bah non, Nicoco, c'était l'autre. Et autrement, on a Nico Vorage. Salut Vorage. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous parler du tournoi de Laval. Donc Laval, c'est un tournoi Steamroller en 75 points qui va se dérouler ce week-end à Laval. C'est le tournoi de Laval. Petite particularité, les casters historiques, les casters -1 sont autorisés pour ce tournoi. Donc alors j'en parle parce que je sais qu'il y a au moins un joueur qui va venir avec, ça va être Antoine Tsa. Ah, il y a des deux. Il y a qui alors en tout cas, alors il y a Tsa qui vient avec Winter, donc c'est le caster -1, le caster alternative Signar, sachant que c'est un caster qui est pas un caster, qui a pas de sort, pas de fit et pas de point de jack. Donc c'est assez original. Pas mal. Qui a pas d'avenir, quoi. Et autrement, donc tu me disais qu'il y a Chouf qui vient aussi? Ouais, en fait, il y a de ça qui vient avec le pire caster -1 et Chauve qui vient avec le meilleur caster -1. Avec la Alecrix, la Jezrael, ou je sais plus comment il l'appelle. Qui a l'ancien feed de LE2, en fait. Plus tous les sorts qui vont bien avec. Donc, mais je crois que la liste avec est pourrie de Chouf. Il a voulu se déculpabiliser, donc, mais il va normalement jouer ça, ouais, de ce que j'avais compris de nos échanges. On verra ça alors. Ouais, on verra ça, ouais. Et autrement, on a deux très bons joueurs, donc Nicoco et Vorage. Alors, Vorage, nous, on ne connaît pas trop, si tu veux te présenter. Oui, écoutez, j'ai 30 ans, j'habite dans le Var. Donc moi, j'étais un joueur de battle à l'origine. J'étais plutôt casual. Je faisais quelques tournois, mais plus pour le fun, quoi. C'était jamais vraiment grosse optique compétition. Et puis, il y a suite à la V9, qui était vraiment pas terrible, enfin de mon point de vue du moins, je me suis rabattu sur War Machine où j'avais déjà un collègue qui y jouait. Et ça doit faire peut-être 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça, la fin de la V9, enfin l'arrivée de la V9 Battle. À peu près, ouais. C'est là qu'on a récupéré beaucoup de joueurs War Machine, ouais. Voilà, donc moi je suis arrivé également à ce moment-là. J'ai commencé en Everblight parce que j'aimais bien le profil de Horde avec des beasts qui avancent assez vite avec quelques tricks. Du coup, assez rapidement aussi, j'ai vu Orboros qui faisait beaucoup plus de l'œil, quoi. Et du coup, je me suis rabattu Orboros depuis 1 an et demi, et donc c'est ma faction principale. Et pour Laval, tu vas pas venir en Orboros par contre, de ce que tu m'as dit? Voilà, non, j'ai eu le temps de me peindre une petite armée menotte. Il y a l'Harbinger là qui est en CID, et c'est toujours un caster qui m'a beaucoup plu, que j'avais déjà essayé de jouer là un petit peu avant avec des proxys. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer un petit peu là dans une autre faction, et puis comme je fais pas mal de tournois, je me dis que changer un petit peu de faction, ça peut montrer un petit peu comment jouer et se mettre dans la peau d'autres factions et voir un petit peu comment jouer contre ces factions. Et puis tout simplement avoir le plaisir de jouer une menotte un petit peu. Ouais, c'est souvent le meilleur moyen de se rendre compte de ce qui est fort et de ce qui est faible dans une faction, c'est de la tester. Parce que c'est vrai, quand on joue contre, on se dit tout est pété, et quand on la joue, on se dit que c'est pas si simple que ça en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, ouais. Sauf si tu joues Grix. Si tu joues contre, ouais, c'est un peu l'exception. Mais effectivement, après avoir joué de blagues anti-Grix. Hein. Il en faut à chaque fois. Ouais, il va en falloir quelques-unes. Moi, pour avoir joué quelques factions en proxy, Grimkin et d'autres, quand on joue contre, on se dit il n'y a pas de faiblesse, c'est beaucoup trop fort et tout ça. Et en fait, une fois qu'on les a dans les mains, on se rend compte quand même que c'est pas si facile tout le temps et qu'il y a quand même de grosses faiblesses dans plusieurs listes. Bon, par contre, ça va te changer vraiment d'Orboros là, parce que côté rapidité, c'est moins ça. Alors oui, mais oui, non, c'est complètement différent. Il y a vraiment rien à voir. Surtout Harbinger qui joue beaucoup plus avec les unités, là où Orboros actuellement on joue vraiment beaucoup avec les beasts. Juste cette partie-là, elle est assez différente. Menottes, c'est beaucoup d'interdictions, là où c'est un gameplay un peu plus passif dans un sens. Ouais. Moi, je trouve que justement Harbin n'a pas complètement ce côté passif, mais elle a vraiment ce côté non, tu fais pas ça, non, tu fais pas ça, tu rentres pas dans ma zone, tu prends une Pro 14, tu touches le solo, il se barre, pas de sort ici, etc.
Qui est très différent de l'Ouroboros. L'Ouroboros a plutôt tendance, lui, à créer le jeu, effectivement, par rapport à Menottes, où lui a plutôt tendance à un peu plus subir, quand même. Bon, par contre, je veux dire que je suis assez étonné, parce que quand Nikoko m'a dit que tu viendrais, je me suis dit, bah tiens, c'est Ouroboros, et non, tu viens en Menottes, donc on a vraiment un aimant à Menottes dans le coin. Parce qu'entre Trip Archange, soit, il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres joueurs Menottes. Non, bah après, moi, l'armée, alors c'est bête à dire, mais moi, l'esthétique des armées me compte compte beaucoup pour moi, donc et j'aime beaucoup l'esthétique Menottes, donc ça fait aussi partie d'une des raisons qui ont fait que je fais la faction. Toi aussi, tu aimes allumer l'ambiance? J'aime bien jouer avec des figurines qui me plaisent. Je sais que par exemple, il y a certaines armées avec lesquelles je ne pourrais pas jouer. Bah, Krix, par exemple, c'est moche, en plus d'être pété. Alors, j'aime bien le côté mort-vivant de Krix, après tout le côté vivant et tout ça, j'aime beaucoup. Moi. Non, Mais c'était juste Krix, hors de doute des Krix, en fait. Alors, lequel de vous deux veut commencer à présenter ses listes? Peu importe, moi je peux commencer. Ouais, si tu veux. Vas-y, Nico. Alors, moi, je vais essayer de vite retrouver. Tac. Donc moi en fait, ce que je fais souvent lorsque je choisis un pairing, surtout dans une faction que je ne connais pas, je fais comme je pense comme beaucoup de joueurs, je pique les listes aux autres. Parce qu'au début, je trouve ça assez dur, surtout quand on ne connaît pas du tout la faction, de faire des listes qui tiennent la route. Donc moi, souvent, je prends une liste telle quelle, je joue plusieurs fois avec. Ensuite, par contre, j'adapte ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et je modifie bien sûr pour arriver à ce qui me plaît, à ce qui me convient. Et où est-ce que tu vas chercher ces listes alors? S'il y en a qui veulent chercher comme toi. Alors moi, je vais sur Discount Game Inc. sur Tournament Listing. Il réfère tous les derniers tournois, tous les gros tournois, donc la plupart des masters en Europe et aussi des gros tournois en Amérique. Et donc c'est assez facile ensuite de retrouver les listes qui nous intéressent vu que c'est classé par faction, si on veut. Et donc Et moi même par exemple, caster, tu peux trouver par caster aussi. tu peux trouver par absolument tout. Ouais. Moi du coup je vais également sur un site qui s'appelle Let's Try POM, donc Let's Try Protectorate of Menottes, qui est un blog qui a été créé par Matthews Diewanowski, ça doit être un truc comme ça, qui est un joueur WTC. Polonais, comment? C'est un joueur polonais, non? Il me semble que oui, c'est un joueur polonais, oui. Je sais pas si il doit le marquer là, je l'avais lu. Il me semble que c'est polonais, oui. Et donc, je vais piquer sa liste Harbinger et je vais piquer aussi une liste qu'il avait pris un petit peu plus avant sur Hanson Burst. Donc, si vous voulez voir ces listes, elles sont sur son site. De toute façon, je vais vous les détailler maintenant. Donc, Harbinger, c'est plutôt, je pense, classique et ce qui est un peu fort en ce moment en menottes, moi, il me semble. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Ouais, c'est clairement un très bon caster. Et il sera encore amélioré quand le CID sera validé. Alors, et je pense qu'au-delà, en plus d'être un bon caster, c'est la mécanique aussi qui permet aussi aux joueurs de moins se lasser avec ce caster-là. Parce que tu parlais du côté attentiste, et je pense que Arby a ce côté aussi où tu fais des trucs pendant le tour de l'autre. Donc, je pense que c'est plus fatigant à jouer, mais quelque part, c'est plus intéressant aussi par rapport à d'autres casters où pendant que l'autre joue, tu t'assois sur ta chaise et puis tu fais du coloriage, quoi. Oui, complètement. Moi, pour avoir joué, du coup, j'ai joué 3 ou 4 fois Harby et 2 ou 3 fois Hanson Durst. Pour être honnête, Hanson Durst, j'hésite même à l'amener à la balle. Je sais pas si je vais pas y aller en monoliste. Je réfléchis encore. Bon, dans tous les cas, pour l'instant, j'ai les deux listes et le pairing. J'irai probablement avec. Et, peut-être qu'au dernier moment, je changerai d'avis, on verra. Tout simplement parce que je prends beaucoup moins de plaisir à jouer Durst. Et en plus, j'ai quand même l'impression qu'il a tendance à pas couvrir tant de matchs négatifs qu'Harbinger. Il y a certains matchs sur lesquels il sera mieux, mais pas beaucoup. Donc, alors, on verra. Avant de parler de match-up et ainsi de suite, est-ce que tu peux nous présenter les listes? Oui, bien sûr. Alors, commençons par Harby. Donc, la liste Harbinger, donc Harbinger bien sûr. Je détaille du coup juste la liste ou un petit peu les références au fur et à mesure. Si tu veux détailler un petit peu les références pour ceux qui connaissent pas. Donc, Harbinger, elle est caractérisée pour moi par principalement 2 passifs. Elle a un premier passif qui dit que dans sa range command de 10 pas,
tous les ennemis vivants ont -2 pour toucher. Donc Mm. pas seulement au corps à corps, tous les tirs, donc ça surprend. Moi, souvent les joueurs ils rentrent, ils tirent, bah non, -2 également. Et surtout, bah, le plus caractéristique, c'est donc Martyrdom, qui fait que lorsqu'une friendly faction modèle non-warcaster Warrior, excusez-moi, est détruit dans sa zone de commande, elle peut décider de perdre des 3 points de vie et elle remet un PV sur le Warrior, du coup, donc il reste en vie. Le contre le plus évident, c'est Grievous, mais sinon, bah, on a quand même un caster qui va permettre de faire survivre principalement nos solos, même nos unités, un peu toute la partie. Yes. Elle a un sort aussi un peu emblématique, donc Cataclysme, un sort range 8 po 20 qui perd 1 de force pour chaque pas qui distance de sa cible. Donc mine de rien, c'est un sort que j'ai pas trop pu utiliser vu que j'ai encore fait peu de parties. Et il touche auto aussi, non? Ouais, il touche auto, ouais. Euh... En MK2, il touche auto, après, aussi. Mais je sais pas s'il touche auto encore. Non. Non, il touche pas automatiquement. Ok. Les blasts ne font que sur les ennemis modèles, mais Ok. non, c'est en fait Ouais, l'attaque. ouais, c'est... ouais. L'attaque de close d'Orbi touche automatiquement, ça fait 12, mais non, le sort doit être lancé pour toucher. Après, elle a quand même focus 10, donc Oui, ça aide. en règle générale, ça a tendance à toucher. Donc la petite blague, c'est elle est cachée derrière son wall, on lui met Pathfinder, on lui met Harmonious, je sais plus trop quoi, du Exaltation, solo qui lui fait qu'elle peut lancer un sort à 1 de moins. Elle charge, et puis elle va mettre 2 pots 20 sur un caster qui se pensait un peu en sécurité. Ensuite, elle a également Crusader's Call, qui permet de faire pas mal de blagues et d'aller assez loin à toute notre infanterie. Donc +2 pour les figurines qui commencent dans sa zone de contrôle, donc qui est de 20. J'avais pas spécifié effectivement, mais Herbie a quand même 10 de focus. Donc plus de en mouvement pour des mouvements de charge, plus de figurines dans ses 20 pas. Elle a également Guidon Hand, qui va donner un dé supplémentaire à une Friendly Faction modèle unit. Elle a Purification, donc qui va dispel tous les upkeep et animus dans sa zone de contrôle de 20, encore une fois. Et Rebuke, qui empêche une unité de courir, charger et faire des attaques spéciales. Ah, c'est un beau panel, ça, vraiment. Oui, elle a quand même un panel de sorts très intéressant. Pas beaucoup de sorts offensifs. Un Cataclysme, c'est quand même, en général, assez anecdotique. Faut penser qu'elle l'a pour pas se faire KTC bêtement, mais elle aura tendance à faire plutôt des sorts de soutien. Même Rebuke, au final... De mémoire, Cataclysme, tu peux pas l'arcnoder, non? Si, mais ça diminue la Tu peux portée. l'arcnoder, donc c'est pas mais terrible. le problème, c'est que tu prends la distance à partir du caster et pas Ah oui, du, c'est pas pas du jack. C'est pas le point d'origine, du coup, c'est dans le spell, c'est marqué caster, ouais. Donc, Donc du coup, tu vas très rapidement arriver à tout, c'est ridicule. Non, une spell list très intéressante, très polyvalente, aider à toucher, augmente la move speed, dispel, très bonne spell list. Son fit, qui a quand même pris assez cher au niveau du passage MK3, MK2, MK2, MK3 plutôt. Avant, c'était dans sa zone de contrôle de 20 pas, maintenant, ça passe plus dans sa range control, sa range command, excusez-moi. Tous les ennemis qui finissent plus proches que ce qu'ils ont commencé dans cette zone souffrent d'une peau 14. Imboostable. Donc c'est évidemment très fort contre l'infanterie, évidemment beaucoup moins fort contre tout ce qui va être très armuré ou les jacks. Ça reste un feat de contrôle malgré tout très intéressant contre par exemple Krix, des armées qui vont vouloir aller au corps à corps avec de l'infanterie dans ces eaux-là. Donc le gros problème d'Armbinger, c'est quand même d'être 14-14. Donc heureusement, elle a une Theme Force qui lui donne accès à un wall qu'elle peut placer à 20 pas, un template wall. Ça lui augmente quand même pas mal sa défense, mais comme le jeu est un peu fourbe et joue beaucoup de spray, donc pour protéger Herbie, mon BG c'est un dévote. Lorsqu'il est base to base, il immune Herbie à la magie, qui peut servir contre certains sorts, attention, ça c'est les sprays ou autre, blast. Et un Templar qui lui également est Shield Guard. Ça va de base, ça donne accès à 2 Shield Guard assez facilement à Harbinger, qui sont déjà un peu plus en sécurité, et une unité magie. Pour continuer, elle a accès à un Hierophant, complètement indispensable vu qu'il va permettre de soigner Herbie de D3+1, étant donné qu'elle veut abuser de Martyrdom, c'est
chose de capital. Et donc ensuite, va s'en suivre une liste de solos assez longue, parce que je trouve les solos très très intéressants, c'est pour ça que cette liste m'a bien plu. Avec Herbie, vu que c'est des figurines qui ont tendance à être plutôt dures à tuer, et que Herbie, grâce à Martyrdom, va pouvoir rendre la chose très très pénible à l'adversaire. On va commencer par un des solos qui est vraiment très puissant dans la liste, je trouve, c'est l'Allegiant of the Order of the Fist. De base, il est 14-12, sauf qu'il a une forme qui lui permet de forfait mouvement ou action, et à ce moment-là, il gagne plus 4 de défense. Donc ça fait quand même un solo avec 18 de défense, immune KD de base et tough. Imaginez lorsqu'il est dans la zone de Herbie, pour peu que l'ennemi tape dans la zone, il a encore moins 2 pour toucher s'il est vivant, et je peux tout simplement perdre des 3 points de vie à chaque fois qu'il meurt et qu'il rate son tough pour le ramener à la vie. Donc ces solos, principalement, ça va être pour contester, c'est vraiment pour moi ce qui permet de rendre la liste très viable, parce qu'ils vont très souvent pouvoir se permettre d'aller à 4 pas du drapeau ennemi, par exemple sur Spread the Net, et de rester dans la zone de Herbie selon comment on l'a positionné. Ça fait des... Très souvent, je gagne toutes les parties au scénario grâce à ces solos-là. On a également 2 champions Order of the Wall, donc c'est les Cavaliers Dragoon, qui eux aussi sont vraiment d'excellentes pièces. Un apport là qui a été arrivé en décembre. C'est des solos qui sont 13-18 de base avec un bouclier, donc 13-20. Encore une fois, Swarby, ça fait 15-20. Potentiellement, mon armée a accès à Ashen Veil, donc ça peut faire potentiellement 17-20, 10 PV. C'est des Dragoons aussi, non? Et c'est des Dragoons. Sachant qu'une fois qu'on la dismount, la version de base est également tough, enfin la version à pied. Donc encore une fois, on a une pièce tough immune KD avec des stats défensifs qui sont quand même, je trouve, assez impressionnantes. Qui derrière tape à peau 16 en charge, feu continu, et derrière une attaque de bouclier et les impacts de monture. C'est un gros volume d'attaque avec une bonne mat de 8. Sachant qu'on ajoute ça, il a vengeance grâce à un solo, et il a également Rolatory Strike. Donc on parlait, comme tu disais tout à l'heure, des actions pendant le tour ennemi. J'ai oublié de dire que le Devout avait Defensive Strike, non Defensive Strike, exactement. Ouais. Donc une figurine avance dans sa zone de corps à corps, donc de reach de 2, il se prend une baffe. Le champion of the Order of the Wall, on l'attaque, il te met une baffe. Donc régulièrement, on a tendance à tuer 2-3. C'est très accueillant comme armée. Pendant les tours ennemis. Ouais. Il peut pas être push aussi, non, le champion? Il n'y a pas un truc comme ça? Il est immunisé push, il est immunisé au KD. Il est girded, donc ça donne immunisé au blast à lui-même et à toutes les figurines base to base avec lui. Et il donne également girded au paladin dans sa range command de 9. Donc on va arriver ensuite au paladin d'Artan Villemont. Donc lui, c'est lui qui donne vengeance en... comment s'appelle cette règle? Élite cadre. Donc il donne vengeance de base au champion que je viens de détailler. Donc lui-même a également... excusez-moi, donc pas vengeance également, c'est Righteous Vengeance. C'est lorsqu'on détruit une figurine à 5 pas de ses paladins. Ah, il bouge de 3, il tape, c'est ça, ouais. Voilà, il bougera de 3 et il va taper. Donc c'est comme Savio ou les ancestraux, ouais. Donc le paladin Villemont est très intéressant parce qu'il va souvent se retrouver base to base avec Herbie. Pourquoi base to base? Parce qu'il va souvent gagner girded via les champions Dragoon. Et il a également un shield guard lui aussi. Donc on se retrouve avec 3 shield guards base to base plus ou moins avec Herbie, sachant que Herbie est du coup immunisé au blast. Ça c'est la blague quand même à bien penser parce que 14 d'armure, si on prend un place au 7, mine de rien, booster, ça peut rapidement, sur un danger, faire quelques dégâts et assez surprendre. Donc on a une Herbie immunisée au spell, 3 shield guards et immunisée au blast. Donc on essaie vraiment de la protéger au maximum, vu que quand même le gros défaut de la liste, c'est qu'elle va quand même beaucoup se saigner. Donc il suffit que l'adversaire garde... 14-14. Voilà, les 14-14, donc il suffit que l'adversaire ait accès à des sprays, il les garde sur la fin du tour, et tout simplement Herbie, soit elle se saigne, des chances non négligeables de se faire tuer par un spray, soit elle est obligée de rester un peu plus haut en PV et
de respecter l'adversaire, de pas faire trop de martyrdom. Donc les sprays, si vous en avez, c'est vraiment moi des quelques parties que j'ai vues, une des meilleures armes contre Hardy, que ça ignore toutes ses armes en fait. Tous ses shield guards, son wall devant, donc c'est assez On continue avec un petit solo que je vois pas tout le temps dans les listes Harbinger, et qui pourtant moi je trouve quand même assez utile, c'est le réclameur Gatekeeper. Pour moi, son défaut principal à ce solo, c'est qu'il est quand même très orienté contre les vivants. Effectivement, s'il n'y a pas de vivants en face, il perd quand même beaucoup de son utilité. Donc ce solo, il sert à quoi? Tout simplement, il va récupérer les âmes dans sa range command de 8, en sachant qu'il récupère les âmes des alliés, donc rien ne nous empêche de gentiment nous tuer nos choix of menottes Du pauvre. pour gagner des âmes, ce que je fais quasiment à chaque partie. Notamment au premier tour, vu qu'en général, on n'arrive pas à avoir des âmes à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait avec ces âmes? Il peut faire trois choses. Soit il peut mettre un clou d'AO3 sur lui, ce qui est vraiment quelque chose que j'ai très très rarement utilisé. La seconde, c'est donner Future Sight. Donc Future Sight, ça peut servir quand on veut tenter des KTC avec Hardy, par exemple. C'est clairement pas le truc du siècle, mais ça peut quand même fiabiliser certains KTC. Sachant qu'Hardy, je l'avais dit au début, mais elle touche quand même automatiquement avec ses pots 12. Donc, Et Future Sight marche que sur les n'importe quelle figurine ou que sur les warriors, du coup? les Friendly Faction, donc on peut également le mettre sur les jacks. Ouais, tu peux mettre sur un Templar qui pourrait toper, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Oui, non, c'est pas ridicule. C'est bon, payer un solo de 3 points pour faire juste ça, je le ferai pas. Donc par contre, c'est la dernière capacité que je trouve la plus utile. La dernière capacité, c'est à 3 pas, il donne Ashen Veil à un modèle. Ashen Veil, c'est quoi? C'est contre une figurine vivante qui n'est pas immunisée au feu. Cette figurine, si elle se trouve à 2 pas de la figurine concernée, elle a -2 pour toucher. Je sais pas si j'ai été très clair. Donc à 2 pas de la figurine sous Ashen Veil, tout simplement, on a -2 pour toucher. Dans un rayon de 2 pas. Tu peux taper un -4 assez vite, quoi. Voilà, donc tout simplement, on a quand même des figurines avec une moyenne de défense autour des 13. On a vu que même le petit moine, là, il monte très facilement à 18. Bah, quand on rajoute tout ça, ça devient quand même excessivement pénible. À côté de ça, Ashen Veil donne également Concealment. Donc ça peut toujours servir sur une unité. On donne du coup par exemple 15 de défense à toute l'unité d'Hydrian si on a déjà Minifit pour les tours suivants. Donc voilà, l'unité principale c'est quand même Ashen Veil. On va pouvoir le lancer plusieurs fois. La limitation en fait c'est uniquement une capacité mais qu'on peut lancer plusieurs fois. Donc, on va pouvoir lancer par exemple 3 Ashen Veil sur 3 figurines, puis bouger ces figurines dans les lignes adverses et c'est quand même très pénible pour l'adversaire. Ensuite, pareil, je le vois pas tout le temps, mais j'ai un petit peu de doute là-dessus, donc c'est sur Pipo. Donc Pipo, lui, fait principalement 3 choses. Il cible un modèle ou une unité, il donne soit Pathfinder, soit Concealment, soit Toff. Ouais, lui, c'est un classique. Alors Ouais, lui, ça, c'est mieux, ouais. je le vois pas tout le temps, mais il a quand même... Lui, il est toujours utile, ça c'est ce qui est vraiment cool. Toff sur une unité, sachant qu'on a le livre qui peut utiliser au KD, c'est cool, sachant qu'on a encore Martyrdom derrière. À préciser que comme Toff et Martyrdom se font au même moment, on peut choisir l'ordre. Bien entendu, on fait Toff en premier, puis Martyrdom. Ensuite, le Pathfinder est comme très utile sur les nains, on y viendra après, parce qu'ils ne sont pas Pathfinder de base. Et surtout, ce que je me rends compte, c'est que Harbinger, si elle veut faire des blagues, elle est toujours derrière son wall, et elle n'a pas Pathfinder, la Miss. Donc si elle veut faire des blagues chargées, faire des cataclysmes, des séries de pots 12 qui touchent auto, l'accès à Pathfinder est quand même indispensable. Donc pour moi, ça reste quand même un must-have. Ensuite, donc sinon t'as que l'objet pour avoir Pathfinder éventuellement quoi dans ta liste. Oui, alors l'objet, on a quand même très très souvent envie de le prendre en soin parce que pour tout simplement rendre le plus de PV possible à Harbinger, qui a une façon de se soigner, c'est le Hierophant. La seconde, c'est de dépenser son focus. Et ça fait toujours plaisir d'avoir l'objectif en plus. Ensuite, du coup, on a le bouquin. Donc, pour ceux qui connaissent pas, il a un peu des stats de victime. Donc, c'est une figurine sur gros socle qui est considéré comme sur petit socle. Il a 12-12. Il a une capacité assez unique dans le jeu qui fait qu'à chaque fois qu'on le blesse,
Si vous lui faites plus d'un dégât, il ne subit qu'un seul dégât. Donc sachant qu'il a 5 points de vie, c'est souvent une figurine assez dure à tuer. Encore une fois, surtout vu qu'on a Martyrdom derrière et des possibilités de soigner, par exemple avec l'objectif, encore une fois. Et il a 3 effets qui sont, moi je trouve quand même assez puissants. Il y en a un qui dit dans ses 5 pas de stationnaire et pas de KD pour les Friendly Faction. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé, ça se combine quand même très bien, moi je trouve, avec le TOF de Pico. Et après, contre plein de factions, ça peut être quand même très utile d'être immune KD ou immune stationnaire. C'est toujours bien d'avoir ça. C'est toujours utile. Elle peut donner feu continu sur les attaques d'une unité tant qu'il reste dans sa common range de 10. Donc ça aussi, mine de rien, c'est probablement ce dont on s'en sert le moins, mais je m'en suis déjà servi sur les Hydrianes. Par exemple, sur les Dawnguard Sentinelles, qui par exemple sous Minifit vont à beaucoup d'armure, donc le principe c'est juste de les toucher avec une peau 11, en général on va pas les blesser, mais on va les mettre en feu continu. Donc d'une part on proc pas la vengeance, et le tour suivant, le feu continu fait son affaire. Donc moi le feu continu, je m'en suis déjà servi, c'est probablement ce dont on s'en sert le moins, mais c'est pas inutile. Mais c'est la 3e capa qui est le plus utilisée quand même. Et donc effectivement la 3e capa, c'est dans ces 10 pas, l'ennemi ne peut pas lancer de sort. Le gros contre à ça, c'est que par contre on peut Arcnode. Mais le pas de sort a tendance à énormément gêner effectivement les factions de Horde qui ont vraiment beaucoup de mal à aller gérer ce Covenant avec 5 PV et qui doit être donc il doit être attaqué au moins 5 fois pour être détruit et qui peut être ressuscité à l'infini sauvé à l'infini par Harbinger et qui empêche tous les Animus notamment. Ouais, ça c'est vraiment très. Ensuite, la vraie parade qui existait contre le Covenant, c'était les Iris ou ceux qui mettent 3 PV auto là. Oui, exact. D'ailleurs, c'est ça. Ouais. Alors par contre, on a quand même accès à des Shield Guard et encore une fois, c'est on peut protéger avec ça. On a vraiment cette liste, c'est un côté très défensif, plein de choses qui, tu avances, je te tape, tu me tapes, je te tape, pas de sort, Shield Guard et tout ça, mais un côté assez offensif, parce qu'effectivement, je l'avais pas précisé par exemple, mais les champions of the Order of the Wall chargent à 13 tout seuls. Si on rajoute la vengeance, on arrive à 16 pas. Et si on ajoute Crusader's Call, qui est dans les 20 pas d'arbitre, donc c'est très facile de leur donner, ils arrivent à 18 pas quand même. Ça va quand même super loin. Et ça met quand même 3 attaques, dont une peau 18. Donc c'est une peau 16, pardon. Donc c'est vraiment pas déconnant. Ensuite un vrac, donc un solo pour donner un focus, tout simplement. C'est toujours agréable d'avoir un solo 1 point dans une liste. Et il rentre très bien. Le Shower of Menottes, donc moi ça me semble quand même indispensable. Je vois des listes qui en jouent pas, mais c'est pareil, ça permet quand même aux Jack de taper quand même relativement plus fort et donner leurs autres capacités. Donc le Shower of Menottes, ça permet soit d'immuniser au tir non magique, enfin de rendre inciblable au tir non magique vos Jack, soit de rendre inciblable à la magie, soit de leur donner plus 2 en force. Plus 2 au jet de dégâts. Donc, ça marche également sur les tirs, sur tout. J'ai ensuite une unité de Forge Guard, donc les nains, qui est un attendant de Priest, bien entendu, pour les rendre menottes. 2 intérêts. D'une part, c'est qui compte en points gratuits pour la Tête Force. Et le second intérêt non négligeable, c'est qu'ils bénéficient de tous les avantages de menottes et surtout de martyrdom. Tu les as en maximum ou en minimum? Alors non, j'ai des en minimum. Là, les 3 unités qui vont suivre sont en minimum, donc une unité de nains et 2 unités de Hydrian. Les 2 unités Hydrian avec UA. Donc les nains, ils sont très bien dans cette liste. Ils vont quand même choper à 11 pas sous Crusader's Call. Et ils aiment également beaucoup Guidon Hand, qui va leur permettre d'avoir un dé supplémentaire pour toucher. Et sur ce critique, ils ont Critical Smite. Harbinger joue quand même énormément sur le scénario. Voilà, le Critical Smite sur quelqu'un qui est mat 7 à 3D, mémoire, c'est aux alentours des 40% sur la dev 12 ou 13, quelque chose comme ça. Donc, comme on en a 6, c'est quand même vraiment pas déconnant. On 3 ou 4 sur un jack et très souvent, il va se faire slammer, quoi. Souvent, les petits jacks en bout de zone, on les connaît bien.
Et donc ensuite, 2 unités d'Hydrian, c'est un peu la base de toutes les listes. On voit souvent soit une unité max, soit 2 unités max, soit des mini. Moi pour l'instant, j'ai copié la liste. J'en ai 2 mini, je réfléchis à en mettre une max. Et le problème, c'est qu'on perd des solos qui me plaisent tous beaucoup. Donc je Ouais, verrai. c'est étrange de voir 3 unités minimum comme ça en fait. Parce qu'au final, ça fait pas tant que ça de présence. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que ça permet d'être un peu plus flexible, d'avoir des plus petites unités, ça permet souvent d'être plus dans la zone de Harby. Là où quelqu'un, par exemple, va jouer moins de solo, mais par exemple 2 unités max d'Hydrian, par exemple, si j'enlève Pipo, le Reclaimer et un Allegiant, je peux gagner 2 unités d'Hydrian full. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a souvent, ils vont être hors de portée soit de martyrdom, soit de son passif qui donne moins 2 pour toucher. Ils n'auront pas non plus du coup accès à Shenveil. Donc j'ai tendance à trouver quand même qu'ils sont entre guillemets un peu de moins bonne qualité. Là où jouer des unités minimum, on peut souvent beaucoup plus se permettre de jouer dans une zone un peu plus restreinte. Et du coup bénéficier beaucoup plus facilement de tous les bonus que donne l'armée. L'autre gros défaut, c'est du coup je remplace par exemple 3 solos par 8 Hydrian. Donc ça fait quand même beaucoup moins de monde, moins de tirs. Dès qu'on m'en tue, par exemple si les listes adverses ont accès à du Grievous Wound que je ne peux pas soigner, ben on commence assez rapidement à avoir beaucoup moins de figurines sur table. Donc je pense pas qu'il y ait forcément de meilleure liste, je pense que c'est vraiment un choix de jeu. Est-ce qu'on préfère avoir moins de figurines mais de meilleure qualité, mais un peu plus risqué si on en perd? Est-ce qu'on peut avoir plus de figurines et se permettre de faire plus de dégâts? Bah, je pense vraiment que c'est un choix de liste, tout simplement. Ça marche. Donc moi, ça c'est la liste Arby. Clairement, ce sera ma liste principale parce que je la trouve vraiment très très sympa à jouer. Toutes les vengeances un peu de partout, tous les effets autour adverse, c'est très agréable à jouer, très vivant, plein de solos. Le fait d'avoir plein de solos, ben, c'est très très mobile au final. Et faut pas se cacher, c'est quand même, je trouve, assez fort. Et qu'est-ce que tu vas jouer avec alors? Donc qu'est-ce que je vais jouer avec bah, tout simplement, mon choix s'est porté sur Onson Durst, pour la simple et bonne raison qu'il m'a fallu acheter 3 jacks en plus et une unité pour avoir l'armée, tout simplement. Donc le choix s'arrête là, j'avais pas spécialement le temps de peindre beaucoup plus, donc j'avais vraiment envie de notes là pour ce tournoi-là. Donc bah voilà pourquoi j'ai choisi cette liste tout simplement. Donc comme je le disais au début, comment? Elle fait quoi ta liste Sanson du coup Alors la liste, bon moi elle a tendance à beaucoup moins me plaire, c'est une liste beaucoup plus attentiste. Ça va être en gros une liste brique qui va avoir tendance, enfin qui a pour objectif selon moi à gérer les grosses gunlines qui tâchent. Donc ça c'est vraiment ce qui va pouvoir couvrir par rapport à Harbinger. Mais le gros défaut d'Harbinger, donc ce que j'avais pas trop insisté juste précédemment, c'est qu'elle souffre énormément contre les Grievous Wound. Je pense à Scare 1 avec 4 et plus Stalker. Je pense vraiment que c'est un enfer à jouer contre ça avec Harbinger. Et je pense également à la nouvelle sortie de Blight, Anamag, qui me semble a vu le nez quand même assez compliqué, et qui malheureusement, Durst, pour moi, ne fait pas du tout le poids contre les 2 dernières listes que j'ai citées. Donc ça, c'est ce qui me gêne un peu. Alors après, Anamag, c'est que pour un tour le Grievous Wound. Ouais, mais Oui, je pensais à des... Ouais, pardon. C'est que pour un tour, mais par exemple, ma liste, comme je le disais tout à l'heure, elle a pas, par rapport à d'autres listes Harbinger, elle joue quand même moins de références, et beaucoup de solos qui donnent des bonus en def, du TOF, et des règles comme ça. Le problème du feat d'Anamag et de l'armée d'Anamag, c'est qu'elle a accès à Carnage, elle a accès à, je sais plus comment il s'appelle, Lua, Gorab, ou quelque chose comme ça. Ouais, mais de toute façon, la haute def, pour elle, c'est pas un problème. Voilà, donc, sauf que moi, mon arme, c'est la haute def, et c'est de sauver mes figurines. Sauf qu'en fait, elle ignore un peu tout. Donc, si on survit autour du feat, effectivement, il y a un jeu. J'espère que mon armée, ma liste avec beaucoup moins de figurines que les autres, a tendance
probablement déjà être plus compliqué contre celle-ci. Bon, on verra. Mm. De toute façon, vu que si je tombe contre un Amal, j'aurais pas vraiment d'autre choix que de sortir un Miller, je pense. Pour voir ce que ça fait. Donc la liste Durst. Alors, je cherche une carte qui est pas ici. Je connais pas par cœur. Donc Durst, ça va être une liste brique, comme je le disais. Il est speed 5, il a une peau 14 Weapon Master assez appréciable avec lui. Il a également la règle Rolatory Strike, qu'on avait parlé tout à l'heure. Si je prends une baffe, je baffe à mon tour. Donc match 8 pour 14 Weapon Master, bon, ça rigole pas trop. Il est 13-18, qui sont des stats correctes, on va dire. Il a quand même 19 PV. Des stats défensives, voilà, correctes dans l'ensemble. Il a une règle spéciale qui s'appelle Brace for Impact, qui est importante vu que son fit le donnera. Ça fait que on ne peut pas être déplacé par les slams. Donc bon, la règle est pas dingue, mais c'est toujours peut en être utile plus au pour le scénario, on va dire. Il y a la règle Sturdy, qui fait qu'il ne peut pas être push. L'autre règle est pas très importante. Et avec son attaque de close, il remove front play, il met des clouds qui restent en jeu et qui mettent des pots douces si les ennemis rentrent dedans. C'est un peu anecdotique. Il n'aura pas tendance à tuer tant de figurines vite que ça, je pense. En spell list, il a Boundless Charge, donc plus de en speed et Pathfinder à une figurine. Donc, plus souvent, ça ira sur les jacks, mais bon, il peut se mettre sur soi-même ou sur les dragoons, vu que je les joue également. Ils pourront menacer aussi loin qu'avec la liste Arby. Il a un petit blast range 8 pour 14. Je pense vraiment que c'est pas le sort qu'on aura tendance à lancer. Là, on commence à rentrer dans des sorts un peu plus intéressants contre le tir, donc il a décélération. Et il a un sort qui donne Righteous Vengeance à un Jack. Donc, pareil, on va dire que c'est cool vu qu'il peut donner grosso modo plus 5 en speed effectivement à un Jack. Sachant que les Jack menottes sont plutôt lents, plutôt appréciables. Bah, ça plus Boundless Charge, ça permet d'aller Voilà, un petit peu loin. entre le plus 3 de vengeance et le plus 2 de Boundless Charge, ça commence à aller assez loin. Son fit, c'est plus 4 d'armure pour tous les Warjacks de son Battle Group, et il gagne également Brace for Impact. Il gagne une règle assez intéressante, c'est surtout ça le plus intéressant du feat, je pense, c'est que à chaque fois qu'on va taper un warrior modèle qui est base to base avec un jack, on peut décider soit le jack qui soit touché à la place. Sachant que les 4 jacks qui sont joués sont armure 19 avec un bouclier, armure 21, 25 avec le fit, 25 ça commence à faire quand même beaucoup. 27 avec décélération si c'est un tir. Et 27 effectivement au tir. Donc je pense que potentiellement, par exemple, le caster est plus ou moins intuable le tour du film. C'est quand même quelque chose d'appréciable. J'avais oublié un petit upkeep sur le caster. C'est pas le truc le plus fantastique, mais bon. Ça donne aux membres du BG base to base avec un jack, plus 2 en défense et une KD. Donc le min KD est cool. Plus 2 en défense sur des jack armure 10, je suis un peu plus sceptique. Je pense qu'on appréciera Ça plus fait sur le rater caster. une attaque de temps en temps. Voilà. Ouais. Donc voilà pour le caster. Un petit côté offensif avec Boundless Charge, mais grosso modo, c'est quand même un feat bien défensif, un caster qui va vouloir encaisser quoi, les phases de Ouais, tir c'est de un l'ennemi. paladin, c'est le caster paladin quoi. Voilà. Ouais. Avec ça, du coup, on a les 2 dragoons de tout à l'heure, donc je vais pas repasser dessus. On joue les mêmes, donc là, il passe à armure 22 au tir grâce à décélération. Bon, plus pénible à détruire au tir, mais bon, sinon c'est les mêmes. Ils ont accès au plus 2 en speed et Pathfinder que l'Arby pouvait donner via Crusader's Call, donc qui menace aussi loin. On a encore une fois le paladin Villemont, celui qui donne vengeance. C'est exactement le même que dans la liste d'Arby. On a un vassal mécanique pour 1 point, c'est un petit solo qui peut soigner, des 3+1. Ce qui est cool dans les listes menottes, c'est qu'on a 2 solos à 1 point, on a celui-ci et le vrac. On n'aura jamais des listes à 74 points et on pourra souvent combler sans trop se prendre la tête. Ça c'est toujours cool. J'ai également un Vassal of Menottes qui a 3 capacités, donc c'est un petit solo. Il peut donner à 3 pas on even à un jack, qui est devant
une des capacités les plus intéressantes. En Even, c'est quoi? C'est à la première blessure que subit le Jack. Donc c'est très important, on est obligé de le faire. Pour les ennemis, pensez-y. On peut décider de faire une full advance. Donc deux choses, une chose notable, c'est qu'on n'est pas mis au free strike. Donc sous fit, ça peut être un peu plus anecdotique qu'avec une armure de 25. Hors fit, un peu moins, vu que souvent on va présenter figurine de dos, donc on n'est plus qu'armure 19. Donc attention à ça. Mais on peut quand même se repositionner. Ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, avancer un petit peu vers l'ennemi, menacer. De toute façon, encore une fois, c'est un mouvement pendant le tour adverse. Toujours quelque chose de pénible et une chose de plus à gérer, selon moi, pour l'adversaire. Il a également une capacité qui donne un focus ou disrupt et une petite bolt range 12 pour 11. On a une vrac, 4 Shore of Menottes, et pour terminer, une unité de Holy Zealot avec l'UA. Donc le Holy Zealot, j'étais un peu sceptique au début avec leurs stats vraiment nazes. Ils sont 12-12, ils ont mat 5 et rat 5 avec une peau 7 au close et une range 6 peau 12. Mais en fait, ils se marient très très bien à la liste pour principalement deux choses. La première chose, je l'avais pas dite également, Harbinger là aussi. La Theme Force, donc Faithful Masses, a un passif qui fait qu'à chaque fois qu'on tue le Warrior Model 5 pas d'un Jack, il gagne plus 2 pour toucher et plus 2 pour blesser. Donc tout simplement, nos Easy Layout servir à se faire tuer toute la partie pour donner les bonus à nos Jacks et également donner vengeance aux champions. C'est pas Sachant qu'ils peuvent revenir avec le monolithe Bearer en plus. Voilà, donc bon, c'est pas l'utilité, l'usage le plus noble qu'on puisse faire, encore comme note, c'est comme une gloire de mourir. Hein. Mais voilà, la première utilité. La deuxième utilité, c'est quand même dans une armée où on a principalement 4 figurines qui sont assez lentes, avoir des petits bonhommes à speed 6, c'est quand même bien utile pour contester. Et tout simplement, leur range 6 au 12, c'est un blast, AOE 3. Ils ont un petit passif qui fait qu'ils peuvent faire plus 2 aux dégâts. Donc ça fait quand même des blasts po 8. Les blasts po 8 contre pas mal d'infanterie, c'est pas forcément déconnant. Contre tous les petits solos de soutien ou contre tous les solos, contre toutes les unités, je veux dire, haute défense, basse armure, très régulièrement on va les tuer assez facilement. Et donc comme tu disais, le Monolith Bearer qui va permettre de ramener à la vie toutes les figurines tuées pendant le tour précédent. Sachant que le Monolith Bearer, le tour de fit, si on le met base to base avec un Jack, a priori il va pas mourir, donc on peut vraiment ramener tout le monde à la vie. Donc c'est vraiment une unité qui va permettre de gérer un petit peu toutes les figurines en bout de zone qui sont très pénibles à aller chercher avec les Jacks, qu'on n'aurait pas spécialement envie d'aller chercher avec les champions, et gérer un petit peu la masse. Ouais, donc c'est voilà. Une grosse liste de briques, parce que c'est vrai que 2 Indictors qui vont empêcher les sorts. Oui, alors effectivement, par contre, je me rends compte que j'avais pas précisé mon BG, donc j'ai 2 Guardians et 2 Indictors. Des Templars. Des Templars, oui, pardon. Donc le Templar, on l'a vu déjà avec Harbinger, donc Guard, un fléau avec Big Back. Et donc l'Indictor, donc les 4 Jacks cités ont un shield, donc armure 21. Possiblement insensible à la magie, possiblement armure 23 contre le tir, effectivement vraiment brique. Les Indictors ont la capacité très 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 intéressante d'empêcher Channel, Upkeep et cast de sort à 5 à 2. Donc ne pas hésiter à piquer les stratégies de Archange, c'est-à-dire faire courir un Indictor à quelques pas du caster adverse qui ne pourra plus upkeep tous ces sorts présents, et souvent ça oblige à activer le caster en premier, à reculer, pas forcément souvent, et puis on a quand même un Indictor sous fit qui est quand même 25 d'armure à gérer, quoi. Oh, ça fait une bonne brique bien résistante. Les Jacks peuvent taper fort quand même avec les petits boosts. Alors voilà, avec le passif donc, de Faithful Masses, on gagne plus de pour toucher, plus de pour blesser, sachant que les Jacks ont déjà mat 7 de base pour 17, passe à mat 9 pour 19, plus le Shore of Menottes, il passe à mat 9 pour 21. Donc l'Indictor tape également Blessed,
Donc on commence quand même à avoir des jacks, oui, qui tapent quand même assez correctement. Alors, comment est-ce que tu penses jouer les listes? Même si t'as pu jouer un petit peu déjà avec Dorst? Tu disais que t'avais 4-5 parties avec Arby, mais t'as pu jouer un peu avec Dorst aussi? Alors, Durst, j'ai fait une partie d'initiation avec quelqu'un qui m'a permis également de découvrir ma liste, où j'ai pu un petit peu du coup, voir les positionnements, un petit peu ce que fait la liste, mais donc pas un très haut niveau. J'ai pu la tester contre un joueur un peu plus expérimenté, c'était contre une liste Moser. Ça s'est plutôt bien passé. La liste Moser jouait 2 BE et un Colosse. Dans l'ensemble, j'ai réussi à tuer le Colosse assez rapidement et au final, une fois qu'on a tué le Colosse, du coup dans la liste, il restait plus grand chose. Alors, qu'est-ce que t'aimerais éviter avec ton pairing? Qu'est-ce qui... Enfin, tu penses que t'as des trous? Alors, tu disais que t'avais Alors, Scare et Anamag. je pense que les gunlines, alors déjà, je peux tomber assez rapidement dans un list gun qui est un peu gênant. Vu que Arby ne gère pas trop les grosses gunlines, mais Durst les joue, donc si j'ai une grosse gunline et une liste corps à corps, ça peut être un peu gênant. Et par contre, ce qui va me gêner le plus, c'est les armées avec beaucoup de Grievous Wound qui peuvent être assez de pression très rapidement. Donc moi, ou des choses qui peuvent gérer vraiment beaucoup l'infanterie haute def. Donc j'avais un petit peu dit tout à l'heure, je pense que clairement un gros trou dans le périm, c'est Scare 1. Je vois pas vraiment qu'est-ce qui comble ça dans ma liste. Scare 1, c'est les stalkers, mais t'as quand même le tour du fit où tu peux te protéger un petit peu. Alors T'as les cavaliers aussi en charge. Parce que le stalker, ça a pas beaucoup de PV, ça a pas beaucoup d'armure, donc le pot 14 du fit, ça aime pas. C'est vrai que ben t'as tes paladins montés aussi qui touchent à 3D, donc normalement, t'en envoies un, il gère un stalker. oui, ça le gêne. Après, honnêtement, de toute façon, je spécule un peu parce que je connais pas vraiment la liste, donc je, je suppose que ça se passe comme ça. J'en ai parlé du coup aux joueurs là qui j'ai Mais ouais, piqué les listes. honnêtement, je pense que t'as tes chances hein, contre Scare. On verra bien si y en a qui si j'ai affronté le match. De toute façon, je pense que contre Krix, c'est clairement Harbinger qui sortira. Donc, de toute façon, moi, comme j'ai expliqué au début, j'y vais vraiment en optique découverte. Donc, moi, j'aimerais au contraire vraiment rencontrer ces match-ups. J'aimerais bien rencontrer Anamag. C'est les listes qui me font vraiment douter en ce moment, contre lesquelles je sais pas trop comment ça se passe. Et pour pouvoir adapter un pairing futur, j'aimerais bien tomber contre ce genre de liste. Ouais. Bah, t'auras au moins un Anamac, je pense, parce que t'as Shredinette, une joueuse parisienne, qui sera là. Ouais. Donc je pense qu'elle aura un Amag. Après, j'ai pas trop regardé la liste de ceux qui étaient là. Alors moi, dans la liste, j'avais vu quand même pas mal d'Everblight. Il y en a un, WeWef, deux, il y a 4 Everblight. Comme j'ai quand même l'impression que Anamag leur quand même une très bonne carte dans leur pairing actuel. J'ai l'impression elle va sortir assez souvent. Donc j'aurai peut-être la chance de la De pouvoir rencontrer. On verra tester bien. ça. Et après, quels sont les trous dans mon pairing? Pour moi, comme moi je persiste à penser que Scare c'est quand même pas évident. Je pense que Speak, les Stalkers, ils ont 18 d'armure, ils craignent pas tant la Pro 14 que ça. On verra bien. Pour moi, c'est un match compliqué. Pour moi, Anamag est un match compliqué. Et juste ici, donc j'ai joué contre Troll. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Et j'ai l'impression que contre la majorité des listes, Arby a vraiment soit un match correct, soit un bon match. Et même le takedown des trolls, c'est pas trop chiant avec la liste Band of the Heroes, c'est ça la Theme Force? Alors, ça gêne pas plus que ça en fait, parce que la seule chose qu'il enlève, c'est Toff. Donc, du coup, je mettrai pas Toff avec Pipo Parce que le et takedown, en fait, c'est après le soin.
Le takedown, effectivement, le soin se passe sur Ouais, donc il peut Disable. soigner avant qu'il fasse le truc, ok, ouais. Voilà. Ils peuvent pas, le remove from play ne gêne aucunement la liste et dans tous les cas se passera après Martyrdom. Non. Ouais, donc ça C'est va pas juste, c'est pas du ça tout va juste gênant. chercher Donc, le tof, quoi, c'est tout. Ouais. voilà. Donc, clairement, c'est pas, le TOF, c'est un petit plus qu'on peut lancer avec Pipo, mais c'est vraiment pas Ouais. la base de la liste. Donc, Il risque d'être plus embêté par le moins de toucher à vous toucher que. voilà, oui, moi, parce que les Ouais. listes qu'on voit souvent quand même en ce moment, c'est une ou deux unités de champion, enfin quand même pas mal de corps à corps. Donc corps à corps, Barbie, elle aime bien quand même. C'est-à-dire que le fit marche, ça veut dire que ils prennent tous les malus. Ce qui est Le quand même plus très chiant, ce sera pénible. Colgrima, je pense, ouais. Avec Alors, les souffles et tout. alors Colgrimage a affronté le match-up me semble un peu à l'avantage d'Arby. Par contre, ce qui est quand même très très gênant, c'est tous les sprays. Ouais. Les sprays des Fire Eaters qui sont assez durs à prédire parce qu'ils vont quand même assez loin, qui est quand même une arme très pénible pour Arby. Sous fit, ils peuvent quand même se permettre d'y aller avec 19 d'armure et Toff immune KD. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que mon adversaire avait fait. Après, on prend Harbinger, on met aucun devant avec pas de sort et on a l'assurance d'être immune au KTC quand même de Cold Grimace, ce qui n'est clairement pas rien. La chose clairement la plus pénible, c'est les sprays, moi je trouve. Bon, bah, on va voir comment ça va se passer pour le tournoi alors. Oui, on verra bien. Alors, toi, Nikoko, tu viens avec quoi? Est-ce que t'as le même pairing que pour Joinville ou est-ce que t'as changé? À Joinville, ça avait tellement bien marché que je me suis dit que ça venait certainement que des listes et non pas du joueur. Donc j'ai changé complètement mon pairing, surtout aussi pour tester un peu autre chose en tournoi. Et aussi parce que c'est un tournoi solo et je pense qu'il faut jouer des listes qui couvrent à peu près tout. Donc j'ai complètement changé mon pairing du coup. Donc j'ai abandonné Marcus 2, même si je l'avais pas trop joué et les tests m'ont pas trop convaincu. Ça en plus voulait le jouer, donc autant que je suis à sa figurine. Lui risque de gagner avec et ça peut le faire. Et à l'E3, je la joue déjà beaucoup, donc déjà faire un tournoi en l'enlevant. Voilà. Donc moi, mon pairing actuel, Brisbane déjà, Brisbane 1. Parce que l'arrivée de Kane Zero a beaucoup changé le caster, clairement. Je voulais déjà le jouer à Joinville, mais malheureusement, voilà, je me suis pas trop renseigné et j'étais pas sûr d'avoir Kane Zero pour le tournoi, donc je l'avais pas pris au dernier moment. Mais bon, on va commencer par la liste Brisbane 1 d'ailleurs, on va si ça vous va. J'ai préféré prendre une Theme Force Son of Tempest avec Brisbane. J'ai beaucoup hésité avec la Heavy Metal, mais je joue moins bien Heavy Metal, je pense. Donc je préfère la Son of Tempest parce qu'il y a plus de figurines et puis rejouer des Gunmage, je trouve ça cool parce que ça fait un petit moment que je voulais les ressortir du placard. Après leur grande performance en MK2, la MK3 les avait un peu enterrés. Là, ils ont été up et tout, donc plutôt la Son of Tempest. Bon, déjà, dans l'ordre, Brisbane. Je sais pas s'il est très très connu, Brisbane 1, en fait, parce que c'était pas trop joué avant, je pense pas. Brisbane, pas trop, non. Alors, Ouais, Brisbane. moi je le vois un peu, notamment j'étais tombé contre une liste Son of Tempest à Joinville. Ouais. Moi, ce que j'avais, on verra ta liste. Moi, ce que j'avais trouvé assez embêtant, je vais contre ça. Alors moi déjà, j'avais un peu de mal à me rendre compte ce que faisait le fit, enfin le Ouais. potentiel de dégâts que pouvait me faire me faire ta liste. Et après, ce qui est très embêtant contre cette liste, c'est qu'il y a plein de solos de partout qui ont tous plein de règles différentes. Ouais. Déjà pour le joueur Sigdar, pour s'y retrouver, c'est pas toujours simple. Mais Voilà, pour l'adversaire, c'est un peu, ouais, c'est un peu prise de tête, ouais. ouais, moi je jouais Kruger 2 et entre l'autre qui a snipe qui tire à 18, l'autre qui ignore le stealth, l'autre qui met flair, l'autre qui met 3 PB auto, enfin c'est assez compliqué de s'y retrouver, même visuellement, parce que j'avais jamais joué contre et bon, pour moi c'était un peu tous les mêmes quoi. Mm. Et moi, rien, ça peut être un avantage. Hein. Ouais. La liste, alors, elle a déjà été présentée dans le rapport de bataille où je me suis fait démonter par mince.
Par concombre, mais sa liste de Magnus 2, pardon. Brisbane avec 2 chargeurs et triomphe, parce qu'il faut des jacks dans le BG. Brisbane donne aussi True Sight, enfin il peut donner, il a Mive Sight, donc ça permet au BG de contrer le stealth et les lignes de vue. Donc des chargeurs parce que c'est des jacks qui font quand même pas mal de dégâts. Avec les pots 12 full boost, c'est plutôt pas mal et ça coûte pas trop cher en focus pour qu'ils puissent faire ça. Ensuite Triomphe parce que pour moi c'est le jack obligatoire dans les listes Brisbane parce qu'entre le tir qu'il a en phase de maintenance et le fait qu'il soit trop sight et RNG 16, ça lui permet de faire pas mal de dégâts. Il a également la règle, j'ai perdu le nom de la règle d'ailleurs, mais qui permet de charger et de tirer quand même. Dual attack. Dual attack, Non. merci. C'est Ouais. compliqué comme nom pourtant. Il y a également dual attack, donc ça le fait pas mal. Et puis après, on a j'ai pris tous les gunmash différents qu'il pouvait y avoir. Donc le rifleman pour faire les dégâts auto, donc notamment contre le bouquin. Ça fait partie des figurines qui ont cette règle là. Arlan pour donner arme magique, notamment, et réparer. Éventuellement les jacks qui pourraient être endommagés. Le solo gun mage, lui qui a 2 tirs spéciaux, donc en plus voilà pour bien pour bien énerver les adversaires, il a pas mal de tirs spéciaux et en plus il en choisit 2 sur ses 4. Donc soit snipe, soit Shadowfire, soit le brutal et soit il m'en manque toujours quand je fais des cris comme ça. Snap, Shadowfire, brutal et Non, je pourrais pas t'aider, moi. il doit pas avoir un Black Penny à traîner ou une connerie du genre. Il a Je sais 3 PV auto, non? Non, c'est l'autre solo avec le long fusil qui a ça. Je réviserai mon gunmage à dette, mais il a plein de trucs sympas. Et pour moi, l'ajout principal de la liste Brisbane, c'est Kane Zero. Parce que Kane Zero, c'est un solo qui donne Fire for Effect en sort, et Fire for Effect sur Brisbane, c'est juste abusé parce que étant donné qu'il a son Ground Pounder, ça permet de faire à 14 pouces de Brisbane une AOE 4 full boost pour 14. Ouais, sur le papier, il a rate 7 en plus, Brisbane, non? Non, il a que 6, ouais, il a que 6, ouais. Bah, Il a que 6, c'est même déjà pas rate mal, quoi. full boost, oui. Tu peux placer de mémoire, pas forcément centré sur une figurine, tu la mets absolument où tu veux. Ouais. Tu ignores concealment, stealth ou des choses comme ça, non? Ouais, tu ignores tout sauf élévation, je crois, de mémoire. Donc c'est chiant. Et tu ignores aussi la pénalité pour être engagé. Donc ça permet aussi de virer des figurines qui pourraient être un petit peu chiantes. Même si la plupart de l'armée est gunfighter, c'est quand même pratique. Et l'avantage aussi principal, c'est que c'est simultané comme attaque. Et ça contre un peu, notamment les listes avec des champions ou des trucs qui ont du healing ou autre. Donc c'est Ouais. c'est vraiment super fort comme tir. Brisbane apporte aussi ce qui nous manque un peu en Signar. Enfin, c'est un peu toujours ce que les Signars se plaignent, parce qu'il faut quand même qu'on se plaigne de quelque chose. C'est l'armor cracking. On n'a pas des trucs qui tapent vraiment super fort comme d'autres armées peuvent avoir. Et là, le feed, c'est juste armor piercing sur le premier dégât que subit une figurine ennemie. Donc, faut bien faire dans l'ordre aussi dans ses choix d'attaque. Et ça permet de tuer, d'être une vraie menace pour. Alors c'est-à-dire qu'une grosse pièce qui est une grosse armure, on va lui faire un gros dégât et après on va plus rien lui faire. Mais sur pas mal d'unités qui seraient multi-PV ou qui auraient juste une armure de base, ça va vraiment faire des dégâts importants. Donc franchement un bon caster qui pour moi souffre d'un match contre une armée qui aurait peu de pièces qui encaisserait beaucoup en fait, ou une armée qui aurait pas mal d'AOE ou d'électrolytes dans l'idée. Ce qui expliquera ma deuxième liste après. Enfin, pour finir dans la liste, donc Kane, je lui ai mis Ace forcément parce que Ace c'est juste un super jack léger qui donne le Trickshot, Shadowfire et Thunderbolt, donc qui gère du scénario, qui gère du solo et qui fait quand même RNG 14 pour 12, donc ça fait aussi des bons petits dégâts. Et il a aussi un mini-fit Ace qui permet d'être furtif. Donc, ce qui permet à Ace et à Kane d'être furtif un tour. Ce qui sauve un peu les miches de Kane si besoin.
Le solo qu'ils avaient rajouté avec la Theme Force Son of Tempest, qui est mis dans toutes les listes Son of Tempest, c'est Falk. Donc c'est un des rares souffles qu'on a en Signar. Et le souffle a plusieurs règles, dont celle qui met plus 2 aux dégâts magiques sur la cible. Je m'exprime très mal, c'est-à-dire que les figurines qui seront touchées par ce souffle-là, si on tire avec des armes magiques dessus, enfin avec des armes qui sont typées magiques, on a plus 2 aux dégâts. Donc ce qui permet d'augmenter un peu les dégâts de la liste Gunmage sur Oui, sur sachant l'ensemble, quoi. que de mémoire, beaucoup de tirs des gunmages sont magiques, non? Voilà, tous les tirs des gunmages sont magiques et Erlan peut aussi mettre arme magique à ce qu'il l'aurait pas, c'est-à-dire les chargeurs ou le tir de les chargeurs d'ailleurs, parce que le tir de Brisbane ça marchera pas avec Erlan. Donc potentiellement tout le monde peut avoir des tirs magiques dans la liste et même Brisbane lui-même s'il se met explosivo aussi. Donc il y a moyen que tout le monde puisse être magique. Et Falk aussi peut être une bonne cible à Fire for Effect parce que vu que c'est un souffle, ça permettrait d'avoir un souffle full boost. Donc je peux aussi me permettre de le switcher entre Brisbane et Falk si besoin. Quelqu'un a une armée avec masse piéton par exemple. Ça peut être également une solution. Contre le masse piéton, on a aussi les Blazers qui ont notamment dans leur tir béni, brutal, mais surtout électrolype. Donc contre la masse piéton, ça peut être vraiment vraiment pratique. Ouais, ça, c'est la clé. Hein. L'électrolype, Ouais. c'est vraiment... Bah, quand dans la liste, tu peux avoir 5 électrolypes avec les Blazers, tu peux avoir 3 trickshots avec Kane et Ace. Ça commence à faire beaucoup pour gérer tous les petits solos. Les grosses pièces, ça va être un petit peu plus compliqué. Les multi-PV, tu vas les fumer avec le fit. Et puis les pièces, t'as aussi des figurines pour éventuellement les repousser ou un peu faire un petit peu de contrôle, quoi. Donc c'est vraiment très diversifié comme liste. Pour une thème force, je trouve ça pas mal en fait, parce que comme tu disais tout à l'heure, Vorage, le fait qu'il y ait plein de règles spéciales sur les différents gunmages, voilà, ils ont tous les mêmes lacunes, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont hyper fragiles quoi, avec 14 de def et 11 ou 13 d'armure, ça va mourir sur la moindre attaque qui va les toucher, mais en contrepartie, c'est vraiment ils ont vraiment que des tirs couteau suisse quoi. Donc c'est plutôt intéressant à jouer, ouais. Ouais, moi j'ai joué contre, c'est assez pénible en fait, parce que on fait assez facilement l'amalgame entre un solo ou l'autre, et enfin surtout entre les capacités, qui ont tous des capacités différentes. Est-ce que tu vois le stealth, est-ce que tu le vois pas? Oui, mais lui de toute façon il peut donner flair, lui là, il met 3 PV Ah auto. mais c'est ça, c'est Flair que j'ai oublié, merci, avec le gunmage adept. C'était ça. Ah bah, de rien. Merci. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu la prise de tête de quelqu'un qui a jamais joué contre ça. Et l'avantage aussi, c'est que depuis 2-3 ans, c'est pas des listes qu'on voit beaucoup, quoi. Les listes Son of Tempest, tout le monde a vu du Storm Division ou du Heavy Metal. Gravedinger, il y a 2 listes qui tournent avec, mais sinon Son of Tempest c'est pas trop vu. Donc voilà, on a l'avantage en Signar, c'est qu'on a 4 Theme Force qui sont jouables, pas avec tous les casters, mais qui sont jouables. Donc voilà, je pense que j'ai bien m'éclater à jouer ça. Faut pas que je fasse n'importe quoi, comme sur le dernier rapport de bataille, mais dans l'idée, c'est plutôt cool. Oui, Du coup, la pardon. liste moi la liste sur le principe, a l'air très très sympa. En ayant joué contre, t'as plein de possibilités tous les tours, donc c'est... Bah, tu Elle a, joues elle a vraiment l'air le assez scénario. intéressante à jouer, oui. T'as les Blazers en position 5, tu peux vraiment frapper là où tu veux, t'as plein d'électrolytes, comme on disait tout à l'heure, pour aller choper tous les solos derrière. C'est... T'as du push, t'as du brutal damage qui est combiné avec le fit Ouais. de Brisbane est vraiment pas mal. Enfin non, c'est une liste qui est vraiment sympa. Donc, Après, en après, plus, je crains pas trop parce que le problème des gunlines, souvent, c'est que si tu te fais jamais, tu t'es un peu plus dans la merde. Là, vu que tout le monde a Pistolero, c'est cool, quoi. Pistolero, et puis la règle qui donne aussi pour les gunmages, les Tempest gunmages et les Blazers, qui donne un dé additionnel aussi aux dégâts que tu fais en Pistolero. Ça permet, voilà, si le mec il vient te jammer, tu fais quasiment aussi mal, voire plus, quoi. Donc il y a que les Ouais. chargeurs qui créent un peu d'être jamais, et puis le solo refman. Sinon le reste s'en sort plutôt pas mal, quoi. Après, non, c'est une liste qui est vraiment ça sympa, ressemble quand c'est même... polyvalent. Pardon? Non, je disais, c'est une liste vraiment sympa, c'est polyvalent, ça fait plein de trucs. Oui, après, ça ressemble quand même beaucoup au genre de liste où si tu fais une erreur sur quelques figurines, tu peux quand même vite le regretter et limite perdre la partie. Je veux dire, si tu perds 3-4 solos, 3-4 cavaliers en un tour,
rapidement tu vas te retrouver avec trop peu de figurines, non, pour gérer ce qu'il y a en Ouais, c'est face. pas trop permissif, ouais. Et tu vois, c'est un peu faut aussi, c'est pas permissif, en même temps, faut aussi accepter de perdre quelques figues parce que dans la partie contre Cocon, par exemple, je suis pas assez offensif et du coup, au scénario, je suis à la rue. Et quelque part, il y a deux trois trucs que j'oublie, justement, où tu fais une ou deux erreurs. Je perds l'UA des tempestes, du coup, c'est plus du tout les mêmes, quoi. Quand ils perdent leur UA, ils peuvent plus voir le stealth. Des gun mages. Des gun mages. Ouais, les gun mages, ouais. Donc voilà, c'est deux. Faut vraiment pas bien la jouer. Et il y a vraiment, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Ok. Bah, c'est une liste qui se bonifie avec l'expérience, en fait. C'est ça qui est pas mal aussi. Ouais. Oui, Je je suis pense, d'accord. je pense clairement que c'est des listes où il faut avoir un peu d'expérience pour jouer ce genre de choses et oui, il faut avoir un peu de bouteille, quoi. Ce que disait Mine, par exemple, dans la liste, lui, c'est qu'il a vu les versions où on virait un chargeur et on gagnait une unité de gun mage, en fait, à pied en plus. Et un solo, du coup. Ce qui est pas déconnant. Après, en fait, c'est que j'ai l'impression que ça accentue les bonus de la liste, c'est-à-dire plus de couteaux suisses, et ça accentue par contre aussi les faiblesses, c'est-à-dire que les AOE, les souffles ou autres, j'ai vachement plus douillé en perdant un chargeur, quoi. Et je vais taper moins fort qu'un chargeur full boost peau 12, quoi. Donc c'est peut-être aussi à tester, mais ça peut être aussi des éventualités, quoi. Et en deuxième liste, tu joues quoi alors? Alors en deuxième liste, j'ai beaucoup hésité parce que j'aimais bien Striker 1. J'avais une version où je remettais Kane aussi dans Striker 1 en heavy metal. Ce que j'ai un peu testé et ce qui est plutôt cool, mais c'est un peu trop passif et j'avais pas trop envie d'être passif sur ce tournoi-là. Donc j'ai abandonné pour le moment et je suis parti sur Alley 2. Ça fait un petit moment que je l'avais pas joué. Alley 2 en Stand Division. Pour un peu contrer les faiblesses de la liste que pourrait avoir Brisbane, c'est-à-dire s'il y a des grosses pièces en face qui seraient un petit peu chiantes, Alley 2 avec son feed de contrôle et ses sorts de contrôle peuvent permettre, je pense, de contrer ça. Euh, je prends par exemple une liste Bradigus, je pense pas que Brisbane ça passe sur une liste Bradigus, tu vois, par exemple, pour parler un truc Orboros notamment. Et je pense qu'elle les deux par contre a plus un match dans ce type de match. Donc à les deux, bon, je pense que tout le monde la connaît un peu, on connaît les différents nerfs qu'elle a eu de son fit, mais ça reste quand même un très bon fit de contrôle. Euh, ça te fait tousser, tu vois, Cocon. À savoir qu'on choisit un des trois plus 5 figurines qui devront sacrifier à leur prochaine activation, mouvement ou action. Donc Oui, c'est sûr on est que sûr de bloquer au moins 6 grosses pièces adverses, quoi. oui, c'est sûr que là, vu que tu parlais de Bradigus, clairement Brisbane c'est pas top, vu que tout ce qui donne des bonus d'armure par la suite te gêne beaucoup, toi, avec ton armor piercing. Moi, je pense Ouais. aux Watchers qui sont 17 d'armure de base et plus 4 derrière. Au final, même ton fit ne fera pas tant de dégâts que ça derrière. Ouais. Euh, Donc donc ouais, mais effectivement, par contre, Arby est déjà beaucoup plus. Arby, moi, allez, Bradigus, c'est les deux déjà, peut je pense, contrer un ça. meilleur match. Ouais. Ouais. Après, du coup, dans le battle group, alors là, j'ai juste fait des maths. Thorn est obligatoire, donc 13 points. Après, il reste 12 points. Et si je veux maximiser les solos gratos, je dois pas trop fournir le battle group. Donc, j'ai mis un Hammersmith. J'hésite toujours entre l'Hammersmith et l'Ironclad. L'Hammersmith a cette trick spéciale qui beat back. Donc, quand on est parti sur du TK, du beat back et autres, je trouve qu'il a un peu plus sa place. Ça permet de dépoussiérer un peu la figurine. Donc Hammersmith et puis bien sûr Thorn qui est juste hyper abusé avec LA2 Bah, parce c'est que le meilleur réacteur, Arknote du jeu, de toute façon. le Ouais, meilleur puis, Arknote du jeu avec le meilleur l'un des meilleurs casteurs de contrôle du jeu, donc ça fait beaucoup, quoi. Il est oui, bien avec les deux autres versions d'Alay, mais avec LA2 c'est juste là où il est au top. ouais, c'est C'est clairement le folle. genre de figurine, tu mets les deux, tu mets Thorn et tu vois. Et après tu réfléchis. Ouais. C'est ça. J'ai calé aussi Anastasia. Au début, j'avais mis un Tinker. Finalement, je pense que Anastasia, l'embouche est le plus simple pour commencer. Donc, je sens qu'on avait pas mal échangé avec Boogie et je crois que j'en ai parlé avec toi qu'on comble là-dessus. Et je pense que c'est vraiment une pièce intéressante. Donc, j'ai réussi à caler Anastasia. Le Journeyman avec un Firefly, l'Arcane Shield et puis le Firefly pour les Storm Strider et les Stormlance et Catherine pour augmenter les dégâts au tir et avoir un petit peu plus d'électrolype.
Catherine qui est là pour les points de Storm Division, c'est aussi un super solo qui peut, pareil, hein, on en revient à la même chose, mais la moindre des figurines solo ou Jack, on lui met temporal accélération et ça devient encore plus fort, quoi. Parce que Catherine, c'est assaut, un des 3 électrolipes, Okak, elle a un des 3 électrolipes, et s'il refait une attaque de temporal accélération, c'est un des 3 électrolipes, quoi. Donc s'il reste encore des solos autour de la cible, c'est qu'il y a eu un problème. Ça commence à faire beaucoup. Savio aussi, Savio qui lui menace aussi très loin. Tout à l'heure il y avait un Ménote qui se l'a pété en disant que ces Dragoons ils vont hyper loin. Savio il va aussi très loin si on veut, parce qu'il a speed 7, il a la juste vengeance. Enfin, je peux lui mettre TK, temporal accélération, et je peux TK la cible en face. Donc je vous laisse compter parce que j'ai plus le truc en mémoire, mais ça nous fait 7 de base, 10, 11, plus 6, ça fait 17 de menaces pour Savio, quoi. Bon, moi je vais à Pour un 18, solo. hein, je dis ça, je dis rien. Mais... Pardon? Moi je vais à 18, hein, je dis ça, je dis rien. Mais... Ouais, mais moi j'ai mat 9 et je te mets 2 pots 13 mètres d'armes, quoi. Et puis j'ai la classe. Donc Savio est plutôt cool, surtout quand il coûte 0. Il a speed 7 de base, Savio? Ouais. Non, il est vraiment très bien. Un speed 7, mat 9, 2 attaques pour 13 Weapon Master. Ouais, dodge aussi de mémoire. Ouais, dodge au cas où, il poste. Donc s'il faut pas te rater, quoi. Dans le pas te rater, fleuve, Savio, c'est un des meilleurs combattants des Royaumes d'Acier. C'est Je pense qu'en vrai, il y a combat avec Winter, hein, s'ils faisaient un combat tous les deux. mais Winter, il est mort. Winter, il est mort, il n'est plus là. Ouais, mais Savio est toujours en vie. C'est ça. Puis Savio, il est chauve, quoi, donc ça me rappelle quelqu'un. On l'appelle, c'est le sosie de concombre, en fait, en figurine. Ensuite, pour continuer dans la liste, on a les Stormlands, parce que c'est les Stormlands, quoi, qui certainement auront Arcane Shield, hein, y a pas de raison. Et puis, c'est l'une des meilleures cavaleries anti-troupes du jeu. Ils ont aussi des possesses en charge, donc c'est plutôt correct. C'est une des meilleures cavaleries tout court. Hein. Oui. Ah, il y a combat maintenant avec non, mais avec les Blight là. Alors, c'est un rôle différent, mais avec les Chosen, ouais. Avec les Chosen quand même, ouais. Il y a quand même combat. C'est pas du tout la même fonction, mais dans l'idée de cavalerie que tu dois t'équiper contre, c'est. Bon, les Chosen quand même, c'est quelque chose de beaucoup plus limité en options, je trouve. Tandis que toi, mine de rien, ça tape même pas un peu. Non, ça tape aussi fort que les Chosen. Mais ça a des électrolytes, c'est un tir. Enfin, je trouve que ça a quand même beaucoup plus polyvalent à mon sens. Ouais, c'est ça, les Chosen, ça tape fort et ça résiste. Et encore, il faut beaucoup de soutien quand même. Donc, Parce qu'en fait, les Stormlands, quasiment, taperais plus fort parce que tu mets et puis il touche mieux. Parce qu'un Stormlands, ça a mat 7, donc 3D à la touche, mais même au tir, ça a que rat 5. T'as le Storm Strider qui est dans les 10 pouces, ça passe rat 7. T'as Catherine qui est à portée, ça passe rat 8. Pour mettre un pot 14 si t'as le Firefly qui est pas loin, quoi. Donc déjà rien que sur le tir, tu fais quelques dégâts. Plus après l'attaque de charge, c'est plutôt pas mal. Et même un Stormlands qui aura un temps pour l'accélération, un TK, et voilà, il peut aller shooter le petit solo pénible en face. C'est toujours ça de plus. Et puis après, pour continuer dans les réjouissances, on a pris 2 Storm Strider, parce que j'en ai 2, donc il faut bien que ça serve. Maintenant, ils s'y avec Nemo 3, ils vont servir avec AD2, parce qu'ils se combinent bien entre eux, ça s'auto-alimente, ça bénéficie très bien de temps pour l'accélération, en même temps qu'ils ne bénéficient pas très bien de temps pour l'accélération. Et puis du coup, ça va menacer loin, faire quand même pas mal de dégâts. Après, le seul problème de la liste, c'est que c'est maximum pot 17. Donc c'est pas non plus super fort, mais bon, vaut mieux taper 2 tours à pot 17 qu'un seul tour à pot 20, je pense. Donc c'est plutôt, voilà, j'aime plutôt cette liste. Ça me pensait aussi à réfléchir à jouer un peu plus au scénario, ce que j'avais moins à faire avec d'autres listes Signar, où j'étais vraiment sur la récursion pure avec LA3 notamment. Je pensais un peu moins au scénario, juste à contester et puis à faire de la récursion. Là, je pense que c'est vraiment deux listes où je vais beaucoup réfléchir. Donc, on va juste faire gaffe un peu à la cloque, puis à pas faire trop d'erreurs. Qu'est-ce que tu vois comme difficulté pour ton pairing? Qu'est-ce que tu aimerais pas voir? Ostrom. C'est juste impossible contre Ostrom avec ces listes-là. À moins que le joueur fasse une erreur et se mette à portée d'un TK et je peux shooter Ostrom avec le reste de la liste.
La WBE va défoncer ma WBE sans Strider. La liste Gunmage va certainement mourir sur les AOE ou va pas faire suffisamment mal sur tout le reste. Donc pour moi, le Ostrom reste le pire match. Théoriquement, il mais devait pas y Ostrom, avoir t'en dans croises pas. Il n'y a pas de joueurs Ostrom, il quasiment. n'y en a pas beaucoup. Il y en a Ou les pas mecs ont beaucoup. pas d'âme de base. T'en as un ou deux en France. Donc, Il y en a un ou deux en France, ouais. J'ai mon coach et puis le gars contre qui je perds tout le temps. C'est pas assez Sinon, fort, le reste, je pense qu'à la vague peut peut-être m'embêter un peu. J'ai jamais joué contre, donc c'est un peu le problème. Je pense que ça peut être un peu chiant. À défaut, je pense que je prendrais les deux. Mais Anamag, le truc, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de figue dans la liste non plus. Donc, peut-être que Brisbane peut passer, remarque, ouais. Parce que, même à l'aide, parce qu'en fait, tu contrôles un tir, tu vois, les Chosen qui veulent te charger un truc comme ça, tu les bloques avec le fit, ouais. avec le fit. Enfin, ouais, je pense que tes deux listes ont une chance. Hein. Enfin, a priori, après à tester, mais. Ouais. Après, de ce que je vois, bon, Troll, ça va rester un petit peu chiant. Colgrima, c'est clair que je peux pas trop sortir à les deux contre Colgrima. Brisbane, je pense que ça peut passer parce que j'ai moyen de voir à peu près, je peux voir à travers les clouds, je peux faire super mal aux champions. Ça dépend vraiment de comment est montée la disco Grima en fait. Je pense que ça va jouer pas mal. Orboro, je pense que sur le papier ça va. Krix, normalement mes deux listes font bien chier Krix, donc ce serait que juste de retour des choses. Orboros, Kruger te gêne pas mal, non? Ouais, Kruger gêne pas mal. Après j'aime bien je pense qu'elle les deux peut pas mal prendre Kruger. Parce qu'elle est mise électricité, donc elle meurt moins. Tu joues 2 BE, c'est ça? Ouais. Parce que du coup, tu perds quasiment tes 2 BE. Et après, je pense que effectivement Kruger 2 aller, c'est moi, je connais un peu le match avec le Colosse. Il a, je pense, très équilibré, mais comme toi, t'as pas de Colosse et t'as 2 BE qui vont pas servir à grand chose, moi je donnerais quand même plus le match pour Kruger 2. Ouais, peut-être, hein, ouais. En tout cas, contre ta liste allée de parce que t'as pas de dispel non plus, donc ta cavalerie va rapidement se prendre un rebuke et j'ai l'impression quand même tu vas avoir quand même pas mal d'handicap. Ouais. Après, je pense que autant Bradigus, je le passe avec AD2, et je pense que Kruger, je serais plus à l'aise avec Brisbane en fait, paradoxalement. Sauf que Oui, c'est possible. J'ai fait le match aussi et c'est pareil, le match me semble assez équilibré. Ouais. Ouais, ça Donc, va être chicken alors. Parce que. Un peu, ouais, mais c'est pas non plus. Kruger, ils vont souvent ensemble tous les deux. Ouais. Je pense que le Signar prend plus de risques au Chicken que l'Orboros dans ce match-là. Oui, de toute façon, je pense que le pic logique, enfin moi, en tant que joueur Boros, pour moi, le drop Signar de base, c'est Kruger. D'autant plus contre ton pairing, quoi. Ouais. Donc, après, je sais pas s'il y a beaucoup de. Si, il y a de l'Orboros, ouais. Après, le reste, bon, Cador, ça devrait plutôt passer. Mes notes, je suis assez confiant quand même de base. Sur entre les électrolytes et puis le feed de contrôle. Je pense que les deux, ça devrait plutôt bien s'en sortir. Donc surtout les deux, faut faire entre je suis même muni au sort ou au tir. C'est compliqué pour les jacks quoi, parce que soit je me fais dominer, soit je me prends des tirs de BE. Donc c'est plutôt chaud pour le joueur mes notes, de mon point de vue. Après le reste, on verra. Et les matchs que je voudrais rencontrer, c'est Signar aussi, parce que je pense que là, une liste à les deux en stand division contre Signar, ça peut bien l'embêter. Je sais pas ce que ça ferait contre une LA3 par exemple. Une LA3 en Grafdinger, mais j'ai pas l'impression que ça me fasse si peur que ça. Ouais, c'est à la cloque. Hein. De toute façon, LA3, ça va jouer à la cloque. Hein. Ouais. Ça va être de la contestation tout le temps. À la fois, il a pas mal de figurines pour venir me faire chier très longtemps, sauf que ça va mourir à l'appel sous les électrolypes, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. La liste à l'E3, elle va vraiment pas beaucoup apprécier ta WBE quand même. Ouais. Il y a le Cloud Wall, faut voir comment passer ça quoi. Ouais, le Cloud Wall, il va pas être partout quoi. Mais ce qui est chiant par contre dans ma liste à l'E3, c'est que le seul truc que je peux triguer pour faire des électrolypes, c'est Anastasia. Je peux tirer sur rien d'autre sinon pour triguer des électrolypes, donc faudra ruser. Hein. Donc voilà pour les listes, pour les matchs. Alors, est-ce que tu t'es mis un objectif pour le tournoi?
Ouais, ça me réussit bien de mettre des objectifs. Non, j'espère faire 4-1 quand même sur le tournoi. Ce serait cool, quoi. 3-2 minimum, 4-1 au mieux. Après, j'arriverai pas à battre ça et j'arriverai pas à battre Ostrom. Donc, mais sur le reste, ça peut le faire. Bah si, mais faut pas que tu partes comme ça. Non, c'est moi qui pars comme ça, c'est l'historique. Non, mais dans l'absolu. Après, ça peut être compliqué contre une Jezrael aussi de Chouf. Hein, ça va, il y a beaucoup de trucs qui peuvent jouer et puis il y a du monde et puis voilà, on n'est jamais à l'abri d'une erreur et dans les deux sens. Bon, bah, on Mais verra ouais, ce que ça j'aimerais donne bien sur faire ça. 4-1. Je serais content à 4-1. Ouais. Ça marche. Et toi, Concombre, tes listes, tu nous les présentes ou on connaît Non, parce que moi je viens en classique Magnus de Osroom. Enfin, voilà, rien de plus. Rien de plus à dire. J'ai déjà, pour ceux qui veulent connaître un peu les listes, ils peuvent aller voir le premier podcast sur Joinville où je les ai présentés. Mais voilà, c'est un pairing solide qui marche bien. Je m'amuse bien avec, donc ça va être ça. Donc c'est vraiment. Mais l'avantage c'est que vous avez dans votre équipe, vous partez bien sur des pairings qui passeront en solo, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu fasses un tournoi en équipe ou autre, t'as pas vraiment de no match ou autre. Voilà, enfin ouais, on essaye d'avoir le pairing le plus large possible, quoi. Donc voilà. Bon bah merci pour cette présentation, les gars. On se retrouve après le tournoi pour voir comment ça s'est passé pour vous. Ouais. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Salut.